Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui, Denis Pelletier, vice-président aux investissements, capital structurant, énergie, environnement et mines au Fonds de solidarité FTQ. Denis travaille au fonds depuis bientôt 4 ans. Il a travaillé chez Barrick Gold, les firmes d'ingénierie Metchem et BPR, ainsi que pour la Caisse de dépôt et de placement de Québec. Ingénieur gradué de l'Université Laval. Alors, Denis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci de l'invitation, très apprécié. En quoi le fait d'avoir étudié comme ingénieur minier et tes expériences qu'on vient de nommer là, dans l'introduction vient bonifier l'exercice, vient bonifier ton travail présentement à la FTQ? J'ai un parcours un peu atypique. Donc, je suis étudiant, effectivement. J'ai gradué à l'Université Laval. Puis, donc, ce que ça permet de faire, ce parcours-là, d'avoir à la fois été dans les procédés, à la fois été dans l'ingénierie, ça me permet finalement d'avoir une compréhension intime ou une compréhension des opérations que j'applique dans le domaine de la finance. Donc, au lieu d'être un théoricien, au lieu d'être un praticien de la finance qui comprend pas nécessairement le secteur, ayant été déjà dans le secteur, ça me permet de mettre en place dans nos analyses finalement ma compréhension que j'ai eue du secteur. Puis, quand les gens qui vont écouter le podcast, on s'entend qu'il va sûrement avoir beaucoup de compagnies d'exploration, des juniors, des minières. Puis je me demandais, c'est quoi pour vous les critères que vous regardez dans un projet minier? Dépendamment du stade de la société, c'est-à-dire, et on va y aller exploration, on va commencer par l'exploration. Donc, exploration, puis même dans tous les cas, c'est toujours le management en premier, donc l'équipe de direction. Donc, est-ce qu'on a une équipe de direction qui est compétente? Et après ça, également, le conseil d'administration. Est-ce que le conseil d'administration est à valeur ajoutée? Donc, comment la société est formée en termes de management? Ça, c'est le premier critère. Après ça, on va y aller selon, au niveau de l'exploration, c'est quoi le projet? C'est quoi la taille? C'est quoi le modèle géologique? Donc, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi on devrait investir dans la société sur la base à la fois de l'équipe de management, à la fois au niveau des projets d'exploration minière. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est ce qu'on parle de structure de capital, la capacité de lever du capital. Donc, en somme, c'est vraiment ces 3 critères-là en exploration qui font pour nous vraiment foi de tout. Quand on parle des projets de développement, des projets qui sont plus avancés, bien là, il faut vraiment comprendre vraiment le fondamental du projet. C'est-à-dire, est-ce que ce projet-là, premièrement, a des chances de réussite? Est-ce qu'encore une fois, l'équipe a réalisé des projets similaires? Ou si elle ne l'a pas réalisé, comment elle fait pour compléter l'expertise qu'elle manque? Donc, c'est un premier élément. Le deuxièmement, comment il se positionne ce projet-là à l'échelle mondiale? Parce que souvent, on parle de commodité. Donc, est-ce que ce projet-là a des chances de succès, des chances de réussite dans l'avenir pour s'assurer qu'un coup qui va être bâti, un coup qui va être en opération, finalement, ça ne devienne pas un éléphant blanc. Donc, c'est vraiment des critères bien importants pour nous. Dans tous les cas, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est acceptabilité sociale des projets, ça là, c'est un incontournable pour nous. Donc ça, c'est l'autre élément également qu'on regarde. Puis je vous dirais, cet élément-là, si on n'est pas conforté là-dedans, on n'ira pas de l'avant. On voit souvent les entreprises se retirer ou faire un peu moins de bruit dans le marché quand le marché est un petit peu dans son creux. Puis, je demandais, du point de vue investisseur, ça serait pas le contraire, justement, pour ces entreprises-là de continuer quand même de faire du bruit puis de parler de leurs projets pour, justement, attirer d'autres investisseurs? Mais ça, en fait, la stratégie doit évoluer en fonction des marchés. Donc, nous, ce qu'on aime dans les sociétés, puis même les sociétés d'exploration, on aime les sociétés qui ont une vision et qui vont garder le focus sur cette vision-là, indépendamment des aléas de marché. Ce qu'on aime moins, je vous dirais, c'est des sociétés qui sont un peu opportunistes selon la vague de la commodité qui est dans le moment présent. Là. Donc, on aime ça les gens. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller, mais on aime les gens qui gardent le focus en termes de territoire, en termes de ressources qu'ils vont explorer, à titre d'exemple. Pour un investisseur, pour nous, on est investisseurs dans ce secteur-là. Le Fonds de solidarité FTQ est investisseur dans ce secteur-là depuis
fin des années 90. Là. Et on a toujours investi, bon an, mal an, indépendamment des cycles, basé sur les critères que je viens de mentionner tout à l'heure. Et ce qu'on va faire au fur et à mesure des cycles, bien, on va moduler notre stratégie. Donc, dépendamment où on est dans les cycles, on va moduler vraiment la façon qu'on va investir. Parce qu'il est bien important qu'on investit dans le secteur minier. C'est un secteur qui est volatile. Donc, c'est un secteur où un investisseur, quand il a du rendement sur l'investissement, doit pouvoir le cristalliser et redéployer du capital dans d'autres projets. Donc, ça, c'est bien important. On ne peut pas être un investisseur passif long terme dans le secteur, sinon l'investisseur institutionnel ou même l'investisseur personnel ne fera jamais de rendement. Comment est-ce que le marché est différent aujourd'hui d'il y a 10 ans? C'est un marché qui est très différent d'il y a 10-15 ans, je dirais, parce que aujourd'hui, premièrement, il y a tout ce qui concerne la digitalisation, l'économie 4.0, tout va plus vite aujourd'hui. Il y a eu également une déstructuration de l'industrie au niveau des courtiers, par exemple. Donc ça change énormément le marché des capitaux en tant que tel. Et également, beaucoup d'attrait sur certains, comme le cannabis, beaucoup d'attrait sur les technologies de l'information. Donc, ce qui fait en sorte que le dollar à risque est de plus en plus difficile à obtenir pour une société d'exploration. Tu en as parlé, le cannabis, il y a aussi comment on dit ça, la crypto-monnaie. Ouais. Il y a 1200 sociétés d'exploration junior avec la technologie. Toutes ces entreprises-là sont à bourse aussi. Ça serait quoi ton conseil pour une junior québécoise au Québec de se démarquer dans tout ça? Une société junior québécoise, c'est pas facile de se démarquer, là, c'est clair, là, c'est un défi au quotidien. La façon de se démarquer, c'est vraiment d'être capable, finalement, de traduire que les transformations qu'on vit aujourd'hui, eh bien, à quelque part, le secteur minier peut y contribuer. Donc, on parle de transition numérique. À titre d'exemple, nos téléphones, nos iPads, etc., ont toutes, à quelque part, des matières premières. Donc maintenant, comment les sociétés d'exploration peuvent verbaliser ça? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect également, de plus en plus, les sociétés d'exploration doivent utiliser la technologie aussi pour améliorer le taux d'efficacité de l'exploration. S'il y a moins de dollars, on a deux choix possibles. C'est-à-dire, on a moins de dollars possibles, donc soit qu'on dépense ou on investisse l'argent de la même façon, donc on aura moins de découvertes, ou finalement qu'on trouve des idées originales d'exploration, des idées originales d'innovation pour faire plus avec les mêmes dollars. Donc ça, c'est l'autre façon. Donc comment la société d'exploration fait en sorte d'être, je dirais, l'expression to the edge par rapport à ces technologies-là, ça, c'est un aspect. L'autre aspect également, il faut s'assurer également que les sociétés exploration et développement réalisent qu'on est en transformation, transition également au niveau énergétique. Donc, au niveau énergétique, bien, ce que ça dit, c'est décarboniser l'économie. Bien, si on fait un projet, comment on va faire en sorte que ce projet-là va être le meilleur sur la planète par rapport à cet aspect-là également? Donc, réussir à se distinguer sur ces bases-là, à la fois transition numérique, à la fois transition écologique ou transition énergétique. Ça, pour moi, c'est des éléments distinctifs pour faire en sorte que on va peut-être plus écouter ce dirigeant-là d'entreprise que les autres qui iront peut-être à la bonne franquette, excuse-moi l'expression, comme dans le temps du passé un peu, là. Comment vois-tu, Denis, la nouvelle génération d'investisseurs, mais aussi comment est-elle différente? Bien, la nouvelle génération d'investisseurs, encore une fois, je vais revenir sur l'aspect de la rapidité. C'est-à-dire que on vit dans un monde aujourd'hui du moment présent. Tout est plus rapide, tout est plus vite, de l'instantanéité. Donc l'investisseur, il est attiré par tout ce qui peut être des gains plus rapides. Et ça, c'est le défi de l'industrie parce que le secteur minier, ça prend du temps. Un gisement, ça prend du temps à découvrir et ça prend du temps à développer. Donc ça, c'est vraiment le défi. Et ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect également, malheureusement, l'industrie est perçue comme étant une industrie polluante, destructrice de nature, etc. Donc ça, c'est l'autre défi. Il faut réussir à faire en sorte que l'investisseur va comprendre que, bien, on développe des projets, mais on les développe d'une façon responsable envers les communautés, envers l'environnement, et qu'on optimise seulement cette ressource-là pour qu'elle puisse être utile dans leur quotidien.
même dans les bureaux chez vous, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont jeunes, puis même vous autres, de votre côté, vous avez des changements à faire dans votre organisation pour attirer cette nouvelle génération-là. Oui, tout à fait. Mais effectivement, parce que en fait, le défi de main-d'œuvre, il est partout. Donc, le défi de main-d'œuvre, il est partout. Il faut réussir à attirer cette main-d'œuvre-là. C'est pas simple. Il faut se démarquer et il faut souvent allier toute une question de l'équilibre travail-famille. Et les jeunes aussi la nouvelle génération est beaucoup ancrée sur des valeurs profondes. Des valeurs qui sont souvent beaucoup plus intransigeants par rapport à ces valeurs-là que nous, on l'était à cet âge-là. Je vais revenir sur, à titre d'exemple, moi, je pilote un comité de développement durable, et tout ce qu'on parle de transition énergétique, ben pour les jeunes, on les voit, là, ils sont dans la rue, et ainsi de suite. Donc, pour eux, c'est vital de s'attaquer à ça parce que c'est leur avenir qu'ils se sentent concernés par ça. Ils se sentent concernés par leurs enfants également. Donc, c'est pour ça que, si on revient à l'industrie minière, une industrie minière qui comprend pas ça, elle est perdue. Parce que de parler à la génération future comme avant, de dire on va extraire, créer des emplois, ça fonctionnera pas. Non, il faut dire non. Regardez, vous voulez des panneaux solaires, vous voulez des éoliens, vous voulez des véhicules électriques, bien ça prend du lithium, ça prend du graphite, ça prend du nickel. Bien, vous savez quoi? Vous voulez peut-être que ce nickel-là, ce graphite-là, puis ce lithium-là s'exploite au Québec parce qu'il va être fait dans des bonnes conditions. Moi, je rêve au jour où on pourra avoir une traçabilité de ces matières premières-là, de savoir d'où l'origine vient et que finalement, on va se distinguer parce qu'il a été produit probablement à zéro carbone parce qu'on a l'électricité, puis on va avoir électrifié nos opérations. Et là, on va se distinguer de la Chine qui est omniprésente dans ces métaux-là. Donc ça, c'est la vision de cette industrie-là est là, puis la façon d'attirer les jeunes, c'est comme ça. Nous, on a attiré quelqu'un en développement durable sur cette base-là, sur notre plan de transition énergétique pour dire on veut faire une différence dans la transition énergétique. Et c'est comme ça qu'on l'a attiré parce qu'elle a dit « Wow, ça, c'est un beau plan de match, j'embarque là-dedans. » Vraiment, vraiment intéressant, là. Ça me rejoint beaucoup. Comme mot de la fin, j'aimerais ça que tu nous dises un conseil à monsieur, madame, tout le monde qui se disent « Hey, moi, j'aimerais ça investir dans l'industrie minière. » Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais de regarder? Moi, je dirais de regarder, encore une fois, l'équipe de management. Puis je dirais peut-être également, même si c'est pas une gage de réussite, là, on s'entend, est-ce que les institutionnels du Québec sont dans l'actionnariat? Encore une fois, c'est pas une gage de réussite. On fait des bons coups, on en fait des moins bons coups. Mais également, je dirais, surtout en exploration, misez pas toute votre fortune là-dessus. Donc, allez-y prudemment. Mais honnêtement, si les institutionnels du Québec sont dans la société, ben on fait quand même passablement de travail. Parce que pour le commun des mortels, bien comprendre une série de trous de forage, là, honnêtement, là, c'est pas mal compliqué. Hey, merci beaucoup, Danny, d'avoir pris le temps de venir au podcast dans tout le brouhaha d'un événement qu'on a réussi quand même à réaliser l'émission. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié. Merci.